Salut les polyglottes, dans cette vidéo je vais vous proposer une réflexion sur le thème: est-il plus facile d'apprendre une langue maintenant plutôt qu'avant? Apprend-on mieux les langues maintenant plutôt qu'avant? Parce que contrairement à de très nombreux domaines où on a l'impression que c'était mieux avant, pour reprendre une expression consacrée, pour les langues on a l'impression que tout est mieux maintenant et sera encore mieux demain. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que récemment on a vu arriver sur internet des méthodes qui promettent un apprentissage très différent de ce qu'il y avait avant, plus efficace, plus plaisant, plus rapide, voire dans le pire des cas des méthodes soi-disant révolutionnaires. Pourquoi parler de ça? Tout simplement parce que dans certains cas on peut se méfier, on peut se dire il y a anguille sous roche, il y a vraiment un problème, il y a peut-être une arnaque. Dans d'autres cas on peut être tout simplement un peu perdu face à toutes ces promesses, et vous êtes nombreux à me questionner sur telle ou telle méthode, à chercher tel outil, telle méthode, tel site, telle appli. J'ai eu par exemple des questions du style: j'ai vu que ça c'était une méthode qui promettait d'apprendre 40% plus vite une langue étrangère, est-ce que ça vaut la peine? Ou alors, apparemment il s'agit d'un site qui permet d'apprendre une langue en 3 mois, 6 mois, etc. Est-ce que c'est bien? Il ne s'agit pas ici de relancer un énième débat sur les méthodes miracles ou pas, simplement de revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui a pu constituer une rupture dans l'apprentissage des langues? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a représenté un changement tel qu'on ne reviendra plus jamais en arrière et que tout ce qui a pu être utilisé avant était archaïque? Il y a plusieurs facettes à cette question. Il y a des points sur lesquels je suis vraiment très positif et d'autres sur lesquels je suis beaucoup plus nuancé. Concernant les ruptures, le premier point sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est que la technologie a tout changé. Parce que si on revient 50 ans en avant, pour les personnes les plus âgées qui nous regardent et qui pourront en témoigner, par exemple il y a 50 ans, quelqu'un qui habitait dans un petit village dans la Drôme, mettons, enfin j'ai rien contre la Drôme, mais dans un endroit très peu peuplé, pour apprendre une langue étrangère, pour rencontrer des personnes avec qui parler cette langue, c'était compliqué. Certes, il existait les correspondants, et de toute façon, à partir du moment où on avait la volonté, on pouvait le faire. On pouvait écrire des lettres, mais ça prenait beaucoup de temps. On pouvait aussi téléphoner, mais ça coûtait extrêmement cher. Alors que maintenant, avec une application, un site internet dédié, vous vous connectez, vous pouvez parler avec des gens du monde entier directement, sans attendre, sans payer plus cher, une simple connexion suffit. Et à part le décalage horaire, il n'y a aucun obstacle. Il y a d'autres choses, par exemple l'automatisation des tâches. Un point qui revient souvent dans les méthodes soi-disant révolutionnaires, c'est la répétition espacée. La répétition espacée, c'est quoi? C'est un concept qui a été mis en évidence au 19e siècle par un certain Hermann Ebbinghaus, avec la courbe de l'oubli. Donc on sait ça depuis plus de 150 ans, on le connaît. Simplement, pour mettre en place les intervalles de répétition espacée, c'est-à-dire les meilleurs moments pour réviser un mot ou une expression, c'est très compliqué de le faire à la main. Alors qu'avec une machine, c'est-à-dire un logiciel, vous allez pouvoir automatiser ça et avoir du vocabulaire servi sur un plateau d'argent. Vous n'avez pas du tout à penser, à réfléchir à quel moment vous allez bien pouvoir réviser un mot pour ne pas l'oublier par la suite. Tout est automatisé. Pour les ressources diverses et variées, c'est pareil. Avant, si vous vouliez, encore une fois, on reprend notre personne dans la Drôme, il y a 50 ans, pour avoir des journaux, il fallait s'y abonner et les recevoir par la poste, ou alors pour les ressources, faire une razzia quand on est dans le pays, vous faites un voyage, vous prenez toutes les ressources possibles pour les ramener tel un trésor chez vous à la maison. Mais pour le reste, c'est compliqué, il faut commander sur des catalogues ou autres. Alors que maintenant, vous voulez regarder un film, une série, quelque chose d'étranger, vous allez sur Netflix ou autre, vous voulez regarder une vidéo, vous allez sur YouTube, vous voulez un podcast, vous allez sur une plateforme dédiée. Bref, il n'a jamais été aussi facile d'avoir une ressource sans même attendre. Ou même pour des livres ou autres, vous pouvez les commander sur des grosses boutiques en ligne qui ont des références étrangères, voire, je sais pas, prendre un livre sur Kindle ou autre. Bref, la technologie nous apporte tout à la maison directement, et pour bien des tâches, on n'a plus besoin de sortir de chez soi. C'est pour ça d'ailleurs que dans le grand confinement mondial, qui était vraiment une première, parce que pendant les périodes de confinement qu'on a connues et qu'on continue à connaître en ce début d'année, il y avait des gens du monde entier qui étaient confinés et qui ont pu apprendre des langues ensemble. Donc pour ça, il est vrai que la technologie représente une rupture définitive par rapport à l'apprentissage des langues. Il y a d'autres points sur lesquels je suis plus mitigé.
Le premier, c'est l'école, parce que bien souvent, quand on présente une manière d'apprendre qui va être différente, qui va représenter un bouleversement, eh bien, on va dire, ma méthode, elle est super, c'est beaucoup mieux que l'école, parce que l'école, c'est chiant, c'est archaïque, et on apprenait les langues n'importe comment, ces gens-là étaient dans l'erreur. Alors, sur l'école, vous connaissez mon avis, j'essaye d'éviter de faire dans la démagogie, c'est-à-dire de présenter moi comme un super formateur et dire que l'école, c'était nul. Non, parce que j'ai eu par exemple de très bons profs de langue et j'ai été avantagé de ce point de vue-là. Simplement, de par mon expérience personnelle qui commence à dater, parce que ça fait bien longtemps que je ne suis plus à l'école et même de plus en plus d'années que je ne suis même plus étudiant, il y avait des choses qui me dérangeaient. L'approche très punitive que peut avoir l'éducation nationale, cette approche par notes où on va plutôt punir qu'amener sur la bonne voie, une approche très souvent par liste de vocabulaire, beaucoup de par cœur, et bien sûr il faut apprendre des choses par cœur, mais ce n'est pas forcément en les apprenant sur une liste qu'on y réussit le mieux, ou aussi avec des tableaux de grammaire. Ça peut être intéressant d'avoir un tableau de grammaire, moi j'en ai chez moi des livres de grammaire, mais simplement essayer de les apprendre par cœur, ça donne une pratique de la langue où on va apprendre des choses par cœur, mais ne pas forcément savoir les ressortir dans un contexte réel. C'est pour ça que dans des pays comme la France ou dans d'autres pays où l'apprentissage des langues a un train de retard, on a des gens qui peuvent être très bons sur des QCM, mais qui n'arrivent pas du tout à commander un café. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir. Et je pense que c'est encore le cas pour beaucoup d'entre nous, pour les plus jeunes. Mais j'ai aussi pu voir des bonnes choses, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance dans l'ensemble d'avoir des bons profs. On faisait des choses comme de l'écoute, de l'expression orale, on se faisait corriger, on pouvait corriger nos fautes, de l'expression écrite, on avait des corrections. Je me souviens par exemple, c'était en 5e en allemand, on regardait des petits extraits de films, et après il fallait les narrer, c'est-à-dire reformuler les idées et raconter ce qui se passait, ce qui est un très bon exercice pour améliorer son expression. Donc, de ce point de vue-là, ce sont des choses que je pourrais conseiller à un apprenant autodidacte, donc je ne veux pas cracher sur l'école. En plus, il y a pas mal de gens qui ont pu me dire, surtout des profs, que ça commençait à changer, qu'il y avait des choses qui passaient moins maintenant. Mais bon, le travail des profs est de toute façon toujours écrasé par l'éducation nationale qui veut soit rester très conservatrice, soit imposer du changement brutal sans transition. Et je laisse pour ça la parole aux professeurs. Donc si vous êtes enseignant au collège-lycée ou en université, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Même par la suite, dans les études, il peut y avoir des choses assez archaïsantes et aussi beaucoup centrées sur la littérature, ce qui fait qu'on va souvent former plus des traducteurs que des gens qui savent vraiment parler la langue. C'est pour ça que je dis souvent que les facs de langue servent surtout à être soit prof, soit traducteur, ce qui peut être très bien, mais il faut y aller en connaissance de cause. Et par exemple, oui, j'ai pu faire la traduction, et la traduction à un niveau relativement intermédiaire, on va dire, peut commencer à être une approche très intéressante pour apprendre une langue, pour développer son expression. Donc de ce point de vue-là, je ne veux pas forcément tirer à boulet rouge sur l'école, même si je pense qu'il y a eu des changements positifs et que par rapport à certaines expériences que j'ai pu avoir ou que j'ai pu voir, par exemple quand j'ai pu donner des cours particuliers pendant mes études, je pense que certaines techniques que vous trouverez ici seront beaucoup plus plaisantes et beaucoup plus efficaces. Le dernier point sur lequel je suis là vraiment très mitigé, c'est de vouloir créer un mythe dans lequel on est rentré dans une sorte d'âge d'or, dans lequel il est immensément plus facile d'apprendre une langue par rapport à avant. Sur les aspects technologiques, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que pouvoir parler avec des gens sur Speaky, Tandem, HelloTalk, italki ou autre, c'est une rupture fondamentale. Utiliser Anki, Mosalingua, Memrise ou autres les applications, c'est là aussi une rupture fondamentale. Avoir les ressources à portée de main, c'est là aussi quelque chose qui a tout chamboulé. Simplement, il faut reprendre les bases. Parce que, est-ce que les gens qui vivaient il y a 100 ans, 200 ans, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, pendant l'Antiquité, étaient fondamentalement désavantagés par rapport à l'apprentissage des langues? Je ne pense pas. Parce que pendant toute l'histoire moderne, on a pu avoir des récits impliquant des diplomates, des interprètes, des personnes polyglottes, des marchands, bref, des gens qui ont parlé des langues, il y en a toujours eu. Il y a des gens qui vivent dans des territoires multilingues, qui ont pu apprendre au contact de leur communauté des langues qui n'étaient même pas étrangères pour eux. Ça a toujours existé et je ne pense pas que ces gens-là avaient un inconvénient par rapport à nous. C'était plus difficile, il fallait avoir un intérêt que ces gens-là n'avaient pas forcément, parce que quand on était, je sais pas, agriculteur, voilà, dans la Drôme au XVe siècle, je ne pense pas qu'on pouvait développer un appétit particulier pour le Japon par exemple. Ça, ce sont des choses qui sont venues avec les échanges
culturel, avec la possibilité de parler, et tout ce changement technologique, toute cette mondialisation a permis d'avoir un intérêt beaucoup plus fort pour l'apprentissage des langues. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour la mémorisation, pour l'oreille, pour saisir les nuances fines de la langue, ça, aucune technologie ne pourra vous y aider. Et c'est là que je pense qu'on ne peut pas forcément parler de rupture fondamentale pour l'esprit humain. Parce que s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, contrairement à votre téléphone, votre ordinateur, la fibre et la 5G, c'est bien ce que vous avez, enfin ce qu'on a tous, entre les deux oreilles, c'est-à-dire le cerveau humain. Et le cerveau humain, je suppose, a très peu évolué, voire pas du tout, pendant les 2000 ans précédents. Et on a pu voir des exemples avec des polyglottes fameux, comme Mezzofanti, le fameux cardinal italien à qui on prêtait la maîtrise d'une trentaine de langues. Et je ne pense pas que, même s'il n'avait pas forcément Netflix, il n'avait pas italki ou autre, il arrivait très bien à apprendre des langues parce qu'il en avait la possibilité, peut-être un certain génie et l'envie. Donc à ce niveau-là, c'est très important de revenir aux fondamentaux. Et le terrain sur lequel je vais vous emmener, si je vous parle de tout ça, c'est que quand vous vous posez la question des ressources, des méthodes, des techniques, comment aller d'un point A à un point B, eh bien si vous revenez aux fondamentaux, c'est-à-dire mieux connaître vous-même, mieux vous connaître, comment vous apprenez les choses, comment vous retenez les informations, quelles sont vos forces et vos faiblesses, eh bien ça va vous permettre d'avoir un éclairage beaucoup plus puissant sur ce que vous avez à faire. Par exemple, au lieu de vous demander, comme j'entends souvent, alors j'ai telle méthode, telle technique, telle ressource, j'hésite à prendre celle-là, est-ce que ça fait pas trop, est-ce que ça m'aidera vraiment? Vous allez vous dire par exemple, alors là, mettons, un instant T, j'ai un problème de compréhension orale, et je veux l'améliorer, parce que je comprends pas assez bien les gens, c'est principalement parce que j'ai pas l'habitude d'entendre suffisamment la langue, je vais faire plus d'écoute, j'ai tel niveau, donc je peux trouver tel ou tel podcast qui me correspond plus ou moins, ça m'a l'air d'aller au niveau du niveau, ça me plaît plutôt dans les thématiques abordées, et j'y vais. Et de cette manière, vous allez pouvoir éviter cet écueil que je vois souvent, qui est le fait d'utiliser trop de ressources, de vouloir prendre trop de ressources en vous reposant beaucoup trop sur les méthodes, les pédagogies et la technologie. Et en ne vous posant pas la question sur ce qui vient avant, sur ce qui vient en amont, c'est-à-dire la capacité à apprendre des langues, apprendre à apprendre si vous voulez. Et c'est pour ça que les gens qui ont appris beaucoup de langues dans leur vie le font de plus en plus facilement. Ce n'est pas parce qu'ils deviennent beaucoup plus intelligents ou parce que la technologie évolue au fur et à mesure, c'est tout simplement parce qu'ils ont développé ces compétences. Et vu qu'ils ont développé ces compétences, non seulement ils savent mieux quoi faire, mais en plus ils savent beaucoup mieux comment choisir leurs ressources. Et ils ne se posent pas la question de « il paraît que cette méthode permet d'aller plus vite, et si je la suis, que va-t-il se passer ?» ou « il paraît qu'on peut avoir tel résultat en X mois », mais plutôt une personne, c'est-à-dire un polyglotte affirmé on pourra dire, va savoir exactement quoi faire, vers quoi aller, parce qu'il sait exactement comment il apprend. Après, les spécificités propres à la langue viennent, bien sûr, et chaque langue est différente, mais c'est pour ça que je vous recommande vraiment de revenir à ces fondamentaux. Posez-vous les questions par rapport à vous-même plutôt que par rapport à telle ou telle méthode. Et en conclusion, je ne pense pas vraiment qu'on apprenne plus facilement, personnellement, les langues qu'avant, parce que les gens qui vivaient avant Internet, avant la télévision, avant la radio, avaient simplement une motivation, un besoin d'apprendre la langue pour des raisons X ou Y, étaient immergés dedans, la parlaient, se faisaient sans doute corriger, il y avait aussi des précepteurs à l'époque, les ancêtres de nos profs de langue d'aujourd'hui. Simplement, il est plus facile sur le plan technique d'apprendre une langue. Mais pour le reste, on reste des humains et il n'y a aucune révolution fondamentale. Même par exemple, je reprends la répétition espacée, c'est connu depuis plus de 150 ans, simplement la technologie a permis de mieux le faire, mais le principe même était le même et les êtres humains apprenaient au 19e siècle fondamentalement les langues de la même manière que maintenant. Et c'est d'ailleurs la même chose quand on veut comparer l'apprentissage des adultes et des enfants. Les enfants n'ont pas forcément vraiment un don pour l'apprentissage des langues, ils vont simplement faire de manière intuitive des bonnes pratiques qu'on va peut-être perdre par la suite, sauf qu'on peut les faire beaucoup mieux, les reproduire et avoir des résultats beaucoup plus rapides que de parler en 5 ans comme un enfant de 5 ans. Voilà, c'était mon avis dessus. En tout cas, si ça vous intéresse, si mon approche vous intéresse, vous pouvez vous inscrire et télécharger ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui renferme des techniques, des outils, des conseils qui seront encore valables dans 100 ans, je suppose, pour apprendre une langue étrangère. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et y accéder.
Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, laisser un pouce, partager cette vidéo si elle vous a semblé intéressante. Dire dans les commentaires si vous avez l'impression qu'on apprend mieux les langues ou pas par rapport à avant. Votre avis m'intéresse. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.